Bonjour et bienvenue pour cette émission Ostéoporose Vite et Claire en partenariat avec le Griot. Nous sommes avec le professeur Bernard Corté, rhumatologue au CHU de Lille, pour parler du traitement de l'ostéoporose. Donc c'est une idée assez courante de dire qu'il n'y a pas d'autre traitement efficace que de prendre régulièrement de la vitamine D et un peu de fromage, voire. Qu'est-ce que vous pensez de cette assertion ? Alors, la vitamine D joue un rôle dans le métabolisme osseux. C'est un traitement d'appoint. C'est quelque chose qui est nécessaire chez une patiente ostéoporotique, mais ce n'est pas quelque chose, bien évidemment, de suffisant. De même pour le calcium, il faut essayer d'optimiser les apports en calcium si les apports ne sont pas suffisamment conséquents. La raison étant très simple, on perd du calcium tous les jours, notamment dans les urines, donc il faut compenser. Mais encore une fois, ce sont des traitements d'appoint, mais ce ne sont pas des traitements à part entière de l'ostéoporose. Est-ce qu'ils doivent être ajustés après la ménopause ? On a dit qu'il fallait augmenter les Oui, apports. tout à fait. Au fur et à mesure qu'on vieillit, et plus à ce moment-là, les apports en calcium doivent théoriquement être importants. Et dans la franche d'âge qui nous concerne, c'est au-delà de 50 ans, c'est théoriquement 1200 mg par jour, ce qui est peut-être un peu excessif. Le minimum étant, pour équilibrer les choses, d'avoir 800 mg par jour. Pour avoir un ordre d'idée, une bouteille de lait de 1 litre, c'est à peu près 1 gramme de calcium. Un yaourt, c'est 160 mg. Il faut savoir également qu'il y a des eaux minérales qui sont riches en calcium, notamment l'eau d'Épar, de Courmayeur ou autres, qui apportent à peu près 500 mg par jour. Donc vous préférez le calcium alimentaire, mais donc le lait en général il n'est pas très apprécié en France. Et donc si on conseille à une femme de prendre ses apports en calcium, ça va être quoi ? Ça va être un repas équilibré et 2 laitages ou 3 laitages par jour, que je peux du fromage ? On a longtemps dit que c'était 3 laitages par jour et les objectifs actuels sont plutôt de 2 par jour. Donc un petit yaourt le matin et un fromage le soir, alors. Voilà, et éventuellement d'utiliser une des eaux que j'ai citées à forte teneur en calcium. Alors après, il y a des gens qui ont une aversion pour les produits laitiers, et là, dans ces conditions-là, il est clair qu'il faut ajuster le tir, si je puis dire, en apportant en plus un calcium, cette fois-ci sous forme médicamenteuse. Alors, vous prescrivez donc du calcium et de la vitamine D, enfin du calcium, des apports alimentaires en calcium et de la vitamine D, mais en plus, vous prescrivez des médicaments. Pourquoi ? C'est efficace ? Alors, les médicaments sont efficaces, mais il ne faut pas les prescrire à tout le monde, hein. Il est clair que les médicaments, on va les prescrire à des femmes qui ont un haut risque de fracture. C'est quoi les femmes qui ont un risque de fracture ? Eh bien, ce sont celles qui ont déjà une densité osseuse qui est très abaissée. Ce sont celles qui ont déjà fait une fracture. Et après, c'est la conjonction d'un niveau de densité osseuse plus ou moins élevé, éventuellement de la présence de facteurs de risque d'ostéoporose. Mais il est clair que si les traitements sont donnés à bon escient, c'est-à-dire des femmes à très haut risque de fracture, qu'elles se soient déjà ou non fracturées, le rapport bénéfice-risque de ces traitements est un bénéfice tout à fait favorable. Et alors, on les prescrit pour combien de temps ? C'est pour la vie ou c'est pour... Alors, on a différents types de traitements, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une des classes qui est souvent utilisée, notamment essentiellement en première intention, ce sont les bisphosphonates. Et ce sont des médicaments qui ont comme caractéristique de s'incorporer progressivement dans la matrice osseuse, de telle sorte qu'il ne va pas forcément nécessaire, avec ce type de traitement, de les donner tout au long de la vie, de telle sorte qu'après un premier cycle de traitement, qui est de 3 à 5 ans en fonction des molécules utilisées, de la voie d'administration utilisée, il y aura une réévaluation, et à l'issue de cette réévaluation, on pourra arriver à la conclusion qu'on peut suspendre le traitement, ou au contraire qu'il faut le continuer, ou éventuellement qu'il faut changer de traitement. Et alors, il y a toujours des polémiques sur ces traitements-là. En dehors de l'inefficacité, vous nous dites que si c'est bien indiqué, bien pris, c'est efficace. On a dit qu'il y avait des risques à prendre ces traitements. Et il y a un truc qui est récurrent, c'est les ostéonecroses de la mâchoire. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ça ? Alors, tout à fait. Ce qui est un peu étonnant, c'est que ce sont des traitements qu'on connaît quand même depuis une quarantaine d'années. Et bien évidemment, s'ils n'étaient que dangereux et non efficaces, il est clair que les pouvoirs publics auraient pris des décisions et les auraient retirés du marché, ce qui, heureusement, n'est pas le cas. Pour autant, comme tout médicament efficace, il y a un rapport bénéfice-risque à évaluer, et donc il peut y avoir des événements indésirables. Et donc il a été décrit avec les bisphosphonates, surtout dans une autre condition, c'est-à-dire des gens qui ont des métastases osseuses ou une maladie osseuse qui appelle le myélome, pour lesquels on va donner des bisphosphonates par voie injectable à forte dose, une complication grave qui s'appelle l'ostéonécrose de la mâchoire. Alors il est vrai que quelques cas ont été signalés dans le domaine de la prescription des bisphosphonates au cours de l'ostéoporose, avec une fréquence qui heureusement est très faible, qui est de l'ordre de 1 cas sur 10 000, de telle sorte que dans toutes les recommandations, il est indiqué qu'il y a un bilan bucco-dentaire à faire préalablement, en sachant que si on a une patiente qui est suivie par son dentiste, on ne va pas refaire le bilan, puisqu'en termes de conditions de surveillance, ce sont des conditions de surveillance identiques à la population générale, c'est-à-dire d'aller voir son dentiste 1 fois par an. En revanche, c'est vrai que s'il y a d'énormes soins dentaires à pratiquer,
on conseille plutôt de faire les soins dentaires et de différer la mise en œuvre du traitement. Mais ce sont des conditions assez rares. Dans la majorité des cas, on peut débuter le traitement de manière parallèle à ce bilan bucco-dentaire. Alors, il y a eu une grande polémique relayée dans un journal du soir, un grand quotidien du soir, sur un anticorps, une biothérapie donc dans l'ostéoporose, qui est un anticorps anti-RANC, qui aurait, paraît-il, au lieu de réduire les fractures, les aurait aggravées. C'est quoi cette histoire? Alors la réponse est non par rapport à ça. Donc le médicament, il s'agit du denosumab, qui est un traitement tout à fait intéressant, utile et qui fait partie de la panoplie des thérapeutiques anti-ostéoporotiques. En France, c'est un traitement de deuxième intention, en relais d'un traitement par bisphosphonates. Et le rationnel et l'intérêt, c'est qu'on peut escompter dans ces conditions une efficacité supérieure par rapport au maintien du traitement par bisphosphonates. Mais à l'inverse d'un traitement par bisphosphonates, ce traitement ne s'incorpore pas dans la matrice osseuse, de telle sorte que quand la décision est prise de suspendre le traitement, et a priori, il n'y a pas lieu de le suspendre, sauf si éventuellement il y avait des événements indésirables, il faudra obligatoirement le relayer par un autre traitement, qui est un traitement par bisphosphonates. Et à l'heure actuelle, on a un certain nombre de schémas thérapeutiques qui sont parfaitement validés pour étayer la suspension du traitement par denosumab. Dernier mot, c'est quoi le taux de réduction de fractures avec ces médicaments? Alors pour la prévention des fractures vertébrales contre placebo, dans la vraie vie il n'y a pas de placebo, mais ça donne quand même un ordre d'idée, la réduction du risque est de l'ordre de 70%, donc moins 70% de fractures vertébrales et à peu près moins 50% de fractures de hanches et à peu près moins 20% pour les autres fractures non vertébrales. Donc on y a un niveau d'efficacité d'un traitement cardiovasculaire. Oui, tout à fait. Mais le paradoxe, c'est que tout le monde admet qu'après un infarctus du myocarde, il est légitime de mettre en œuvre un certain nombre de traitements, notamment des statines pour la prévention des récidives, et que ce message, pour l'instant, n'est pas passé, mais on l'espère, va passer demain, dans le domaine de la prise en charge d'une fracture ostéoporotique. Et donc votre recommandation pour les patientes qui... Eh bien, c'est de traiter les patients à bon escient, c'est-à-dire celles à haut risque de fracture, et particulièrement celles qui ont déjà fait une fracture, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci Bernard Cortet. Je vous rappelle que vous trouverez toutes les informations nécessaires sur l'ostéoporose sur le site du Griot, dont l'adresse s'affiche en ce moment.